toute façon, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur ce premier Facebook Live avec Francis Allais, Ruth Akil, François-Xavier Drouet pour discuter d'une question. Les plantations sont-elles des forêts? Voilà, alors ça va nous occuper une petite heure et quart maintenant parce qu'on a pris un peu de retard. Alors la façon de fonctionner, en fait, les gens vous allez pouvoir poser des questions à la fois sur le Facebook Live que Claire va nous faire remonter ou directement quand vous êtes spectateur, vous avez une petite boîte Q&R où vous pouvez poser des questions. Voilà. Vous pouvez également utiliser le fil conversé si vous voulez et puis ça va nous permettre d'animer. Donc les spectateurs, vous pouvez commencer à tester, envoyer des questions Q&R. C'est sur Zoom, une petite boîte au milieu, et puis Xavier va les trier, nous les faire remonter, et on les posera à nos intervenants. Voilà, alors on ne pourra pas poser toutes les questions, bien sûr, hein, parce que vous êtes nombreux, et il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Donc on fera du mieux possible. C'est parti pour ce webinaire. Alors, on voulait commencer, le thème de cette première conférence, c'est venu d'une discussion avec toi, Francis, qu'on a eue, où tu m'expliquais que tu avais eu envie de prendre ta plume pour écrire au monde une tribune enflammée expliquant qu'il ne fallait pas confondre plantation et forêt. C'est vrai, c'est ça qui me préoccupe. Voilà. En attendant de pouvoir lire cette tribune qui n'est pas publiée en raison de l'actualité avec le Covid, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as eu envie de saisir ta plume? Parce que je suis choqué par la confusion qui s'est établie dans la tête de beaucoup de mes contemporains entre des plantations d'arbres et des forêts. En France, par exemple, on a l'exemple typique de la forêt des Landes de Gascogne. Eh bien, je suis désolé, ce n'est pas une forêt, c'est une plantation de pin, 1 million d'hectares. Alors, on va me dire, bon, tout ça, c'est des détails, c'est des arbres côte à côte. Eh bien non, c'est des arbres côte à côte, mais ça ne justifie pas de confondre plantation et forêt. Et il est temps que cette confusion cesse parce qu'en réalité, plantation et forêt, c'est totalement différent. On peut même dire que ça s'oppose. Je voudrais dire que la plantation, c'est l'inverse d'une forêt. Bon, je commence par les plantations. Une seule espèce, souvent d'ailleurs exotique. En France, on a tous en tête l'histoire du sapin de Douglas, qui n'est pas vraiment un sapin, en fait, c'est un pseudo de sugar, mais peu importe. Ils sont plantés en ligne ou en quinconce, et bien entendu, ils sont tous du même âge, puisqu'ils sont plantés en même temps. Leur durée de vie n'est pas une donnée biologique, elle est fixée par des acteurs économiques en fonction des besoins du marché. Une chose très curieuse, c'est que la durée de vie de ces arbres de plantation, elle est inférieure à la durée de la vie humaine. Et ça, pour moi, c'est complètement idiot. Ouais. Bon, ça n'est pas un écosystème, c'est un système artificiel dont la mise en place a nécessité des investissements très lourds. Mais en retour, c'est très rentable sur le plan économique pour ceux qui s'occupent de l'industrie du bois ou de l'industrie du papier. Le traitement est agricole, c'est-à-dire qu'il y a souvent un labour, on met des engrais, il y a des pesticides, des fongicides, des herbicides, etc. Et ça ressemble à de l'agriculture. C'est de l'agriculture en fait. D'énormes engins de récolte arrivent après et on pratique une coupe à blanc. Ça, je déteste, mais je pense que je ne suis pas le seul. Une forêt coupée à blanc, une plantation coupée à blanc, c'est un spectacle lamentable. Et ensuite, on replante la même espèce au même endroit, donc il va falloir remettre encore des intrants. Réfléchissons un peu. Elle est presque toujours monospécifique, cette plantation. Et souvent, même parfois, elle est monoclonale, comme dans le cas des plantations de peupliers. Il s'ensuit que la biodiversité est minimale. Il y a une plante, un arbre, et très peu d'animaux parce qu'il n'y a pas de vieux arbres et de bois morts. C'est donc très sensible aux parasites. Moins la biodiversité est élevée, plus est forte la sensibilité aux parasites. Mon ami Gilles Clément, il résume ça dans une phrase que j'aime bien. Rien n'est plus risqué, dit-il, qu'une culture monospécifique. Il faut ajouter à ça une forte sensibilité au vent. En 99, dans les Landes de Gascogne, c'est là qu'il y a eu le plus de chablis. Il faut ajouter à ça une très forte sensibilité au feu de forêt. Écoutez, les résineux, tout le monde sait que ça brûle, et quant aux eucalyptus,
Il y a eu des exemples terrifiants au Portugal il y a quelques années et puis en Australie en 2019. Bon, la forêt maintenant. Alors je vais vous demander de comparer. La forêt, c'est un écosystème naturel dont la mise en place n'a rien coûté à la société. C'est fait de nombreuses espèces d'arbres autochtones, d'âges divers, puisqu'ils arrivent par leurs propres moyens et ils s'implantent spontanément. Les forestiers qui s'en occupent ne s'inspirent absolument pas de l'agriculture. Ouais. L'homme, d'ailleurs, n'a qu'un rôle mineur. Il est là pour exploiter s'il le veut, mais il faut insister sur le fait que l'exploitation n'est nullement nécessaire comme on l'a cru pendant longtemps. La forêt a la biodiversité la plus haute de la région. Sur le plan économique, c'est très loin de l'optimum parce qu'il y a évidemment un antagonisme entre la biodiversité et le rendement économique. Par contre, c'est très résistant au vent, au feu et aux parasites. La durée de vie de ces forêts naturelles, elle est illimitée. En fait, ce qui la limite le plus souvent, c'est un changement climatique. Donc, c'est sur de très grandes échelles de temps. Un point très important, j'insiste là-dessus, l'être humain est incapable de fabriquer une forêt. J'ai en tête en ce moment un retour vers la forêt primaire en Europe de l'Ouest, mais il ne s'agira absolument pas de la fabriquer, il s'agira de la laisser pousser seule. Ça, elle le fait très bien. Alors là-dessus, Francis, on a des questions qui arrivent. Je te coupe pour te relancer parce que tu imagines bien que on a des questions qui arrivent justement sur ce projet un peu fou dans lequel tu t'es lancé avec tes amis de vouloir recréer une forêt primaire en Europe. Et pour ça, justement, pour donner un peu des chiffres, des ordres de grandeur sur lesquels on aimerait t'entendre, tu estimes que voilà, il faudrait au-delà de 8 siècles et une surface d'au moins plusieurs dizaines de milliers d'hectares pour retrouver le fonctionnement écologique d'une forêt primaire. Alors, ça, c'est d'un côté ce que, justement, sur lequel on a envie de t'entendre. Et l'autre, on voit de plus en plus d'initiatives qui fleurissent, qui nous promettent de recréer des forêts primaires, parfois en une matinée, sur une place de parking, en mélangeant plein d'essence. Et c'est cette confusion-là sur laquelle on aimerait bien t'entendre un petit peu. Est-ce qu'on parle de la même chose? Non, absolument pas. Je crois qu'en Europe, on a oublié ce qu'était une forêt primaire. Quand j'en parle, les gens me disent « Oh, mais ça, il n'y a pas ça chez nous, c'est un truc des tropiques, ça, uniquement. » Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus ce type de forêt en Europe que les Européens, ils ont oublié ce qu'est une forêt primaire. Alors non, on ne peut pas le faire dans la journée sur une place de parking, ça, je ne suis pas d'accord. Il faut au moins 8 siècles pour retrouver, et sur des grandes surfaces, pour retrouver un fonctionnement écologique proche d'une forêt primaire. Non, 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 notre objectif, c'est d'en refaire une qui soit totalement authentique, une véritable forêt primaire. Il faut que ça soit long, mais ça, ce n'est pas nous qui avons choisi la durée. C'est ça. C'est une durée biologique incompressible, personne ne peut la diminuer. Il faut que ça soit grand parce qu'on tient à avoir la faune, la grande faune d'origine de la forêt primaire européenne, y compris des ours et des bisons et toutes ces bêtes-là. Et c'est ça qui impose une surface de, disons, entre 60 000 et 70 000 hectares. Voilà, qui est l'air vital minimum pour ces grands prédateurs. Ces grands animaux, c'est ça. Ouais. Et pareil, sur le fonctionnement biologique d'une forêt primaire, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un petit peu ce qui se passe entre une forêt, les premières étapes où la forêt elle arrive, les phases qu'on dit pionnières, et puis les espèces qui vont arriver au fur et à mesure, et pourquoi certaines espèces ne sont présentes qu'au bout de plusieurs siècles? Explique-nous un peu comment ça marche, ça. Non, non, les espèces arrivent en permanence, mais il peut se faire que ça soit trop tôt pour elles pour prendre racine. Écoute, ce qui va se passer, c'est pas compliqué. Les pionniers vont mourir. Les arbres pionniers qu'on va trouver sur la parcelle au début, ils vont mourir. En Europe, c'est quoi les arbres pionniers? Ça serait des bouleaux, ça peut être des aulnes, ça peut être des catalepes quand on est dans le Midi, etc. Enfin, on a une flore de pionniers. Ouais. Il va falloir ensuite attendre que les post-pionniers grandissent et meurent. Et après ça, il y a une troisième vague floristique qui s'installe, c'est celle des arbres de forêt primaire. Ça peut être des chênes, ça peut être des hêtres, ça dépend de la latitude. Et il va falloir attendre que ces arbres-là deviennent adultes pour qu'on puisse vraiment parler d'une forêt primaire. Après ça, c'est stable. Et il faudra plusieurs siècles pour ça. Ça dépend de l'âge de la parcelle de départ, bien sûr. Si on part d'un sol nu, mais on ne va pas faire ça, bien sûr. Si on part d'un sol nu, il faut 10 siècles. Le calcul est facile à faire et je crois qu'il se tient bien. D'accord.
Ce qui est intéressant avec cette idée, c'est qu'elle nous ramène sur le temps long. Et la forêt, c'est ça, c'est le temps long en fait. C'est l'insaisissable, c'est la complexité. Et on a l'impression qu'un petit peu cet engouement qu'il peut y avoir autour de la plantation d'arbres, bah, il nous dit un petit peu ce lien qu'on a perdu avec le temps long. Exact. Oui, oui. C'est une vision humaine de l'arbre et ça ne marche pas du tout. Le temps long est très important. Si on essaye de plier la forêt à des temps humains, on court à l'échec. Ouais. Le temps long et la complexité. Est-ce que la forêt peut se résumer? Est-ce qu'une monoculture d'arbres, c'est une forêt? Très vieille, une très vieille monoculture d'arbres, est-ce que c'est une forêt? Ah oui, c'est-à-dire que c'est important ça. Il y a des fréquences intermédiaires entre plantation et forêt. Suppose, comme tu le dis, qu'une vieille plantation soit abandonnée à elle-même et qu'on ait abandonné l'idée de l'exploiter. Eh bien, il va arriver des quantités d'espèces spontanément, et petit à petit, ça va donner une sorte d'intermédiaire entre plantation et forêt. Et ça, c'est une situation très, très fréquente, notamment en France. Oui. Alors là-dessus, on avait envie de partager justement une petite image qu'on a eue. Alors, je tente une manipulation, un partage d'écran. On va voir, on va espérer que ça va marcher. Quand on a préparé ce séminaire, j'espère que vous voyez bien la photo là que j'ai mis Super. en plein écran. Voilà. En fait, il y a notre cher ami Gaëtan Dubus, avec qui du réseau alternatif forestière et avec qui on a commis un rapport récemment sur les forêts françaises. Il me dit: attention Sylvain, il faut arrêter de dire qu'une fois que ce sont des plantations, tout est foutu. On peut réussir à changer les choses. On peut repartir d'une plantation et là, en l'ouvrant, en remettant de la lumière, faire revenir de la diversité. C'est vrai. Et sur cette photo, est-ce que tu voudrais nous la commenter, Francis? Est-ce que tu la vois bien? Ça voit très bien, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que Pour tu moi, vois? c'est une vieille plantation et on a abandonné le projet de l'exploiter. Donc, il est venu tout un tas de. C'est une plantation de résineux, il est venu tout un tas de feuillus qui vont petit à petit prendre la place, mais ça va être très long. Ouais. Pour moi, c'est typiquement un intermédiaire entre un champ d'arbres et une vraie forêt. Ouais. Et ça nous amène à une question, à quelque chose qui est très important pour nous, c'est que est-ce qu'on a besoin de planter des arbres en forêt? Mais en forêt, on ne plante pas des arbres. Comme je l'ai dit, l'être humain est incapable de fabriquer une forêt. Eh oui. Si on plante des arbres, ça ne sera pas une forêt, ça sera une plantation. Et ça, c'est vachement important à expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche la régénération naturelle dans une forêt? Il suffit d'attendre. Les graines viennent d'elles-mêmes. Ouais. Ça peut être plus ou moins long, mais généralement, on est surpris de voir à quelle allure ça va. Ça va beaucoup plus vite que prévu. Ouais. Mais les arbres, ils arrivent d'eux-mêmes, ils se plantent spontanément, et c'est ça qui fait des grands et beaux arbres. Ouais. Ouais. Nous, on a coutume de dire, parce que ça nous préoccupe pas mal, ces questions de plantation d'arbres, à la façon dont c'est instrumentalisé par la filière bois. Et on en parlera tout à l'heure avec François-Xavier dessus. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est très, très ancrée. Je suis très content qu'on fasse ce séminaire parce que, par exemple, lorsque le Parisien a posé des questions aux citoyens au moment des élections européennes, en leur demandant quelles sont les mesures vraiment importantes pour vous, pour les forêts, une mesure qui revient tout le temps, c'est pour 3 arbres coupés, 3 arbres plantés. Comme s'il y avait une sorte d'équivalence, comme si pour bien gérer une forêt, il fallait couper les arbres et en replanter d'autres. Tu as un avis là-dessus, Francis? Oui, j'ai un avis là-dessus. Je le tiens de mon ami Terrasson, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Ouais. Terrasson, il disait, vous aimez la nature, eh bien foutez-lui la paix. Merci. On va passer à nos autres intervenants, et notamment à Ruta Kiel, qui travaille pour le World Rainforest Movement, un réseau international de plein d'associations, et notamment qui a été un des premiers à dénoncer justement l'impact des monocultures dans les pays du Sud. Alors, Ruta, j'aurais te faire réagir sur une autre photo, celle-ci. Oui, merci, merci à Sylvain et tout le monde. Bon après-midi. Cette photo vient d'une activité, d'une action prise par un peuple autochtone au Brésil. Brésil, l'un des pays avec des plantations d'arbres à très, très grande échelle, des plantations qui
souvent de temps ont pris les territoires des peuples indigènes, occupé les territoires. Avec cela, détruit la vie des communautés. Et donc, ici, la photo montre une action du peuple Guarani et Tupiniquim qui ont dit ça suffit, on ne peut pas continuer avec la destruction des arbres, des plantations d'arbres à grande échelle. On va reprendre notre territoire et ils ont commencé cette activité avec une délimitation de leur territoire en coupant les arbres, les eucalyptes qui ont occupé leur territoire. Les eucalyptus, ouais. Oui, les eucalyptus. Donc, les plantations d'eucalyptus, ils ont été plantés principalement pour la production de cellulose du papier, mais aussi pour le charbon. Et on parle des plantations en très grande échelle. Des espaces couverts environ de 10 à 20, jusqu'à 80 000 hectares. C'est presque normal. Donc, si on parle de grande échelle, on vraiment parle de grande échelle. Et si on parle de grande échelle, on parle aussi des grands impacts, des impacts très graves, désastreux en fait, surtout sur l'eau. Oui, il semblerait que, enfin, nous ce qu'on voit, c'est que l'eucalyptus, on l'appelle l'arbre de la soif. Oui, l'arbre de la soif. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que pour la vitesse avec laquelle l'eucalyptus pousse, il a besoin beaucoup d'eau. Donc, la vitesse de la croissance, ça c'est la cause pour le soif de cet arbre. Si vous regardez les arbres dans la photo, ce sont des arbres presque prêts à être coupés depuis après de 5 à 7 années. En général, dans les plantations industrielles de grande échelle au Brésil, on coupe les arbres depuis 5 à 7, 8 années. Donc, pour pouvoir avoir une croissance de cette vitesse, les arbres ont besoin, ou les plantations, les entreprises, ils ont besoin des terres avec un bon accès à l'eau. En Afrique du Sud, un autre pays où il y a des plantations à très grande échelle, eucalyptus aussi, des autres espèces aussi, mais eucalyptus, là, ils ont fait des études qui ont montré qu'un arbre, pendant un jour, peut prendre entre 100 et jusqu'à 1000 litres d'eau. Imaginez-vous un arbre, un jour. Imaginez-vous avec la quantité des arbres, combien d'eau... 80 000 hectares. Ouais. C'est immense. Et partout, j'ai fait des visites pendant les dernières 20 années avec beaucoup de communautés impactées par des plantations de grande échelle. Ouais. Un problème qui suit partout est la manque de l'eau ou la pollution de l'eau partout où il y a des grandes plantations ou des plantations d'arbres en grande échelle. Partout. Ce n'est pas une question de gérer mieux les plantations. Ça, c'est un problème, une conséquence qui vient avec les plantations à grande échelle, c'est qu'ils ont trop de soif, qu'ils prennent trop d'eau et avec l'usage des grandes quantités de pesticides, d'herbicides, des autres produits chimiques, avec cela vient aussi la pollution. Je crois un point que partout les communautés impactées gravement par les plantations à grande échelle qu'ils aussi commentent ou disent, observent, et qu'une forêt, avec la forêt, ou une forêt peut se maintenir
parfaitement sans intervention intensive. Mais les plantations, ils sont caractérisés par la nécessité d'une intervention permanente. Les engrais, les pesticides, tout ce qui n'existe pas en forêt, ce qu'expliquait Francis, c'est un des points de différence entre une plantation et une forêt. Absolument, absolument. Et tout cela vient avec des conséquences, des graves conséquences pour les communautés riveraines à la plantation. Et un autre aspect social ou une autre conséquence sociale des grandes plantations, c'est les abus, les violations et les abus qui viennent avec les plantations. Parce qu'on parle de très grande échelle, on parle aussi d'un très grand impact à la vie qui a été sur place avant l'arrivée des plantations. Donc, c'est une destruction totale de la vie riveraine ou des communautés riveraines. Où est-ce qu'ils vont faire leurs champs? Où est-ce qu'ils vont produire leur nourriture? Leur nourriture, oui. Oui, et pour les femmes, on a aussi réalisé, on a observé, on a écouté des communautés impactées par des plantations à grande échelle, un tabou dans les régions et les abus et les viols sexuels aux femmes riveraines des plantations. Parce que les plantations, ils coupent la communauté, le village du champ. Donc, pour des femmes pouvoir arriver au champ, il faut traverser les plantations. Les plantations sont immenses. Il n'y a personne là-bas, sauf que les gardes. Donc, ce sont des situations idéales d'une manière pour les viols se trouver place. Et on a observé que l'un des impacts presque jamais parlé, ce sont les viols sexuels dans les plantations. On parle beaucoup, on a écrit, on trouve la littérature, des études sur les impacts écologiques, mais très peu sur les impacts sociaux. Ils sont graves pour qui vit à côté des plantations à grande échelle. Donc, avec la discussion sur le changement climatique ici en Europe, on constate qu'il y a une nouvelle mode. C'est à la mode, comme tu as dit avant, Sylvain, on coupe trois arbres, on va planter 3 arbres. Ou même on coupe 3, on va planter 10. 10, oui. Mais où est-ce qu'on va planter? Sur quel terrain est-ce qu'on va planter? Combien d'arbres est-ce qu'il faut planter pour compenser, ou même au papier compenser les émissions? Ouais. Où est la terre? Quelle terre est-ce qu'on va prendre, nous, en Europe, pour avoir l'impression qu'on peut continuer avec notre consommation, notre mode de vie et même se sentir bien et sont pas coupables au changement climatique. Ouais. Là-dessus, tu amènes cette notion un peu de « un arbre ne vaut pas un arbre ». On ne parle pas de la même chose. Et c'est vrai que c'est ce qui empoisonne un petit peu le débat depuis des années, c'est que notamment la FAO, qui est l'agence des Nations Unies en charge des forêts et de l'agriculture, a une définition des forêts sur laquelle on reviendra. J'ai hâte d'entendre Francis Allais parce que je sais qu'il est très souvent remonté contre cette définition des forêts, mais aussi une façon du coup de calculer la déforestation avec cette notion de déforestation nette. On peut détruire une forêt naturelle si à côté de ça on plante la même surface, comme par magie, il n'y a pas de déforestation. Un arbre vaut un arbre. On peut avoir ça. Et après, avoir l'avis de Francis. Vas-y, Ruta. Qu'est-ce que tu en penses de ce concept et pourquoi il est dangereux? Le WRN, nous avons une campagne depuis de plus que 10 années pour demander que la FAO change cette définition. Au début, on a dit c'est une confusion, mais c'est pas vraiment une confusion, c'est avec une intention, cette confusion. Parce que c'est très, très inconvénient si on continue à détruire les forêts et on dit, comme tu as dit, pas de problème parce que la surface des arbres, ça n'a pas changé. Donc, forêt est forêt, vert est vert. Donc, on n'a pas de problème. En réalité, le problème est
dévastatrice. On a perdu la biodiversité, on a perdu les économies diverses locaux, on a perdu tout un mode de vie qui a été lié à la diversité. Donc, plantation et forêt, ce sont des réalités opposées, comme Francis Allais a dit au début. Et la définition de la FAO continue cette confusion de dire vert et vert, arbre et arbre. Il n'importe pas où se trouve cet arbre. Comment est géré gérer, c'est déjà, on commence avec la plantation. Si on commence à parler gérer, on déjà parle de plantation et pas vraiment de forêt. Aujourd'hui, la définition de la FAO est utilisée de plus en plus par des sociétés, soit d'agriculture ou soit de la production de palmiers à huile pour dire, ben, on va continuer avec notre mode de production, mais on va même couper des forêts, détruire des forêts, mais on va produire des produits déforestation nette. On détruit ici, on plante... zéro déforestation. Oui, zéro déforestation. Mais zéro quoi? Comment ça marche? C'est un autre argument fou qui ne fonctionne pas pour la forêt, pour la biodiversité. L'argumentation de la zéro déforestation est qu'on continue, la société continue à détruire une forêt ici, et quand il se compromet à récupérer ou replanter une autre région avec des arbres, ils peuvent dire, voilà, le résultat est déforestation zéro, parce que ce qu'on a détruit à un endroit, on a récupéré dans un autre endroit. En réalité, pour les communautés impactées, ça c'est un double accaparement de terre. Les communautés ont perdu l'accès à la terre là où la société ou l'entreprise a détruit des forêts pour expandir leur plantation de palmiers à huile, le soja, soit d'autres. Et dans l'autre endroit où on se retrouve la dite récupération, c'est aussi le terrain interdit pour la communauté de pouvoir continuer à utiliser. Donc, le concept de zéro déforestation, en réalité, se tourne à une réalité de double accaparement de terre pour beaucoup de communautés dans le sud du monde. Francis, oui. tu as envie de réagir à tout ce que tu as entendu. Tu me disais avant l'interview que tu appréciais beaucoup le travail du World Rainforest Movement. Et oui. que... J'aimerais bien si tu pouvais montrer le titre de leur bouquin qui est extrêmement net. C'est possible techniquement? Oui, mais je vais le mettre à la fin. Attends, bon, d'accord. Je vais te donner mon avis sur la FAO. Il décide unilatéralement que le terme de forêt inclut les forêts naturelles et les forêts de plantation. Et c'est ça l'erreur fondamentale. C'est en outre assez cocasse parce que d'après la FAO, entre 1995 et 2000, la planète a gagné 400 millions d'hectares de forêt. Comprenez que ce n'est pas des forêts, n'est-ce pas? C'est essentiellement des plantations. Mais que la FAO vienne à nier la déforestation de notre planète, je trouve ça très inquiétant. Alors moi, ce que je demande, mais je ne suis pas le seul à le demander, c'est que, ok, la FAO peut continuer à s'occuper des plantations, parce que ça, c'est de l'agriculture, c'est des champs d'arbres dans le fond, mais il ne faut pas qu'ils s'occupent des forêts. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une grande structure des Nations Unies qui soit exclusivement chargée des forêts de la planète, sans aucun lien ni avec l'agriculture, ni avec l'alimentation. Oui, tout à fait.
Alors, je vois qu'on a pas mal de questions qui arrivent, notamment une sur les plantations Miyawaki. Ça devait arriver, forcément. Alors, les Oui, plantations, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, tout à Francis? fait, tout à fait. J'ai la plus grande admiration pour ce que fait ce monsieur. Les petites forêts urbaines, je trouve ça excellent. Et je souhaite d'ailleurs qu'il s'en installe à Montpellier. Mais attention, c'est tout de même des plantations d'arbres. Ouais. Et donc, ça n'a aucune prétention à être de véritables forêts. Et surtout, nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est l'utilisation qui est faite de ce discours, c'est-à-dire de laisser entendre qu'on peut recréer de la diversité très rapidement en plantant plein d'espèces différentes qui ont des écologies Oui, oui, totalement différentes. Le danger, il est là. Pas de planter des arbres en ville, mais c'est de laisser entendre que c'est ça la forêt. tout à fait. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais j'aime beaucoup ce que fait Miyawaki. On- Je suis plongé là-dedans et je trouve ça admirable, notamment sa façon de préparer les sols avant d'installer les arbres. Tout Ça, à je trouve fait. ça exemplaire. On a beaucoup de questions autour de ça. L'arbre en ville. Est-ce qu'on peut créer des forêts en ville? On ne peut pas créer des forêts nulle part, ni en ville ni ailleurs. On peut juste attendre qu'elles poussent d'elles-mêmes. Ouais. Mais par contre, les arbres en ville, on en a le plus grand besoin. Des villes sans arbres, c'est vraiment une sorte d'image de l'enfer. Ouais. On a besoin pour quantité de raisons, certaines très classiques, comme le rafraîchissement, l'ombre, etc., ou l'aspect ornemental, et puis des raisons nouvelles d'avoir des arbres en ville. Ça vaut le coup de lire le livre Shirin-yoku du collègue japonais qui a étudié l'influence de l'arbre sur nos défenses immunitaires, sur nos hormones de stress, etc. Là, il y a des aspects maintenant médicaux. Ouais. Alors, on a une question sur le Facebook Live. Est-ce que le territoire des animaux est également impacté lorsque l'on fait des plantations? J'ai une autre question un peu en rapport. Comment pouvons-nous empêcher les Indonésiens qui ont détruit une grande partie des forêts de Java et de Bornéo et ont commencé à détruire la forêt en Papouasie? Oui, je sais, c'est dramatique. J'ai connu ce pays-là quand il était couvert de belles forêts. Et quand j'apprends maintenant qu'à Sumatra, il n'y a pratiquement plus de forêts, ça me désole. C'était parmi les plus intéressantes du monde. Ouais, Et quant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est particulièrement scandaleux parce que c'est devenu maintenant le territoire tropical qui exporte le plus de bois, ouais. C'est alors que aujourd'hui que le c'est une front. forêt à peine explorée. Ouais, tout à fait. Ouais, Et en relation avec la perte aussi de biodiversité, il y a, si on revient à Afrique du Sud, il y a plusieurs études qui montrent par exemple que là où les plantations à grande échelle ont détruit les prairies, l'habitat naturel, ils ont perdu environ de 400 espèces botaniques, espèces de plantes qui ont été autochtones sur la terre qui a été repris au prix occupée par les plantations. Donc, c'est une perte immense aussi de la biodiversité. Et si on perd la diversité des plantes, c'est clair qu'on perd aussi la diversité des animaux. S'il n'y a qu'une espèce d'arbre, de quoi vont manger les animaux? Il n'y a rien. Des sociétés de plantation, de temps en temps, ils ont fait des propagandas au Brésil, par exemple. Ils ont mis un film qui montre qu'il y a eu deux oiseaux dans une plantation. Oui, peut-être on trouve même 10. Mais la diversité, on peut ni commencer à comparer les peu espèces ou les peu individus d'un animal dans la plantation avec la diversité immense et la complexité qu'on trouve dans une forêt. Donc ça, c'est pour moi un autre caractéristique qui montre la différence entre forêt et plantation, c'est la manque de complexité dans la plantation et la complexité énorme d'une forêt qui, nous, on n'a ni commencé à vraiment comprendre cette complexité d'une forêt. On n'a ni commencé à comprendre. ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer la discussion avec François-Xavier Drouet, qui est réalisateur
du très beau documentaire Le Temps des forêts. François-Xavier, tu ouvres ce documentaire notamment avec cette scène où une dame âgée qui habite le plateau de Mille Vaches nous parle de la forêt noire. Qu'est-ce que c'est que la forêt noire? Pour ceux qui ont... Ouais, alors tu fais référence au prologue du film. En fait, la personne qui s'exprime, c'était la dernière bergère du plateau de Mille Vaches. Donc moi, c'est là où j'habite, hein, c'est dans le sud de la Creuse, c'est les premiers contreforts du Massif central. Et c'est boisé à 70% à peu près, mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas un arbre en fait, sur ce territoire. C'était des landes à moutons, c'était des paysages qui pourraient ressembler à ceux de l'Écosse ou de l'Irlande. Et donc voilà, ça s'est boisé au fil du XXe siècle avec l'exode rural et les politiques incitatives de l'État et essentiellement des monocultures de résineux. Et donc, cette bergère, elle explique qu'elle a été chassée en fait par les sapins qui ont complètement fermé le paysage et rendu son activité impossible. Alors, bon, les plantations, ça a pu être pour certains, en tout cas, une source de revenus économiques, mais pour beaucoup de gens sur le territoire, ça a signifié la mort du pays. Donc, les plantations n'ont pas été toujours associées à quelque chose de positif, et j'ai voulu ouvrir ce film avec ça pour voilà, dire que cette forêt-là, elle n'a pas toujours été là, parce que quand on arrive, qu'on ne sait pas lire le territoire, moi, le premier, hein, je me suis installé là il y a une dizaine d'années. Pour moi, la forêt, c'était l'incarnation de la nature éternelle, et je pensais que les arbres, ils avaient toujours été là. Non, c'est le paysage artificiel, et j'ai fait ce film quelque part pour donner quelques clés pour apprendre à décrypter les paysages forestiers et la gestion forestière en France. Ouais, tout à fait. Alors dans ton film, il y a un concept un petit peu provoquant, en tout cas qui chagrine un petit peu nos amis de la filière bois, qui détestent que lorsqu'on dit qu'il y a la déforestation en France, parce qu'effectivement les forêts françaises, elles ont gagné beaucoup de surface, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais on n'a pas un problème de surface, un problème de qualité. Et dans le film, tu as ce terme provoquant de malforestation. Qu'est-ce que c'est que la malforestation? Ouais, c'est un concept qui a été élaboré par un forestier creusois là, qui apparaît dans mon film, qui s'appelle Marc Lajara. Et il dit effectivement, on a tout le monde a en tête, les Français, la déforestation. Bon, on voit à peu près quelle réalité ça recouvre dans les pays tropicaux. Mais on nous dit en France, tout va bien parce que vous comprenez, la surface forestière elle a augmenté, c'est presque un tiers du territoire. Donc voilà, rien à voir, circuler. Or, il a pointé, en tout cas, il a fait un gros travail d'éducation populaire sur le plateau de Mille Vaches pour nous apprendre à voir les dégâts causés par les plantations. Et il a parlé de malforestation. Alors moi, j'ai essayé de reprendre ça dans mon film et j'encourage les journalistes à utiliser ce terme, je vois qu'il commence un peu à se diffuser. En gros, la malforestation, c'est ce qu'expliquait Francis au début, c'est c'est adapter finalement la gestion forestière aux pratiques du modèle agricole intensif productiviste. C'est exactement ça. Donc voilà, on a parlé des intrants, le machinisme aussi, le court terme, la monoculture. Enfin voilà, c'est la même logique, c'est le même mode de pensée, les mêmes méthodes. Et là, j'ai été ravi de voir il y a quelques mois une interview du président de l'ONF et du président du syndicat des forestiers. La journaliste leur a parlé de malforestation, ils sont devenus blêmes. Ils se sont dit ah non, il ne faut absolument pas que ce terme florisse. Donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. Bonjour à nos amis de la filière bois d'ailleurs qui nous écoutent. Comme vous voyez, on n'a pas fini de venir vous chatouiller. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coopératives forestières et notamment de nos amis d'Alliance Forêt Bois, enfin nos amis, on s'entend, mais qui est devenue en quelques années une énorme coopérative, une coopérative qui est née en Aquitaine et qui aujourd'hui s'étend du Pays Basque jusqu'en Normandie. Et cette coopérative, comme beaucoup, elle adore mettre en avant ses projets de plantation, nous expliquer que tout va bien, qu'ils plantent des arbres. Ils ont même réussi à créer un fonds d'investissement Plantons pour l'avenir qui permet de planter plein d'arbres, de défiscaliser. Génial, non, comme idée? Oui, alors les coopératives forestières, c'est vraiment un gros acteur de la gestion forestière en France. Ça représente 30% à peu près du volume de bois coupé en forêt privée. Et ils gèrent à peu près 2 millions d'hectares. Et au départ, c'était des groupements de propriétaires pour mutualiser du matériel, être plus fort pour négocier les prix. Et puis au fur et à mesure, c'est passé d'un outil au service des propriétaires à un outil au service de l'industrie.
Et donc, c'est un peu la même évolution que les coopératives agricoles, finalement, qui ont été vraiment le bras armé de ce qu'on a appelé la révolution verte. Bon, voilà, il se passe la même chose en forêt, et il y a eu des regroupements de coopératives très importants ces dernières années. Et Alliance, c'était une coopérative effectivement du massif landais qui s'est mis à absorber petit à petit tous les autres, qui est devenu un mastodonte voilà, qui s'étend du sud-ouest, massif central, jusque en Normandie, Bretagne, quoi. Et donc, voilà, ces gens-là, en tout cas, ils s'inscrivent clairement dans ce modèle agricole productiviste, puisqu'ils sont, enfin, c'est né dans les Landes, hein. Francis on a dit un mot. Et ce fonds de dotation qu'évoque la Plantons pour l'avenir, c'est un fonds de dotation justement où on peut mettre son argent, ça permet de faire de la défiscalisation et ça va servir à financer des projets de plantation. Alors, quel projet de plantation ? Certainement pas un projet de forêt, ce projet de forêt primaire qu'on a évoqué au début. Non, non, ce sont vraiment, si on regarde le cahier des charges, il vous explique que, bon, il faut que ce soit, alors de la gestion durable, mais bon, gestion durable, on sait bien que ça veut absolument rien dire. Les coupes rases, les pesticides, les engrais, c'est de la gestion durable. En tout cas, voilà, c'est ça. Ça, c'est de la gestion durable. Et en tout cas, une sylviculture dynamique. Donc, sylviculture dynamique, c'est clairement un modèle productiviste. J'ai regardé les projets qui sont proposés. Il y en a un pas loin de chez moi, c'est une monoculture de Douglas. Donc voilà, effectivement, on est clairement dans du greenwashing. Ouais. La notion de sylviculture dynamique, je me souviens d'un débat que j'avais eu avec Monsieur Vieuxban, le directeur d'Alliance Forêt-Bois, que je salue au passage. Et un des points qui l'énervait, c'est justement de lui faire dire, mais à quel âge vous coupez les arbres aujourd'hui ? À quel âge vous coupez les arbres ? Et en moyenne, on est aux alentours de 40 ans. 40 ans pour couper un arbre. Francis, qu'est-ce que ça te fait de dire qu'à 40 ans, c'est l'âge où on coupe un arbre ? Non, couper un arbre qui n'a pas atteint la durée normale de la vie humaine, c'est pour moi une absurdité complète. Ouais. En fait, on coupe des arbres très jeunes et c'est uniquement pour des questions technologiques de diamètre des sciures, des scies, etc. Ouais. Ah, c'est exactement logique. Ouais. Et c'est vrai que ça participe de ça. On coupe les arbres de plus en plus jeunes parce que on ne parle pas de la même chose. Entre une plantation et une forêt, on ne parle pas encore une fois de la même chose. Et de la même façon, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, François-Xavier, enfin nous expliquer que dans ton film, tu explores vraiment toujours cette double face entre d'un côté les plantations et de l'autre les coupes rases. Tu peux nous expliquer le lien entre les deux ? Si vous voulez, le lien entre la plantation et la coupe rase, il n'est pas automatique, mais quelque part, quand on plante, en tout cas selon ce modèle productiviste, la coupe rase, elle est déjà programmée, parce que dans la façon, le fait déjà de planter que de la même essence et tout du même âge, c'est bien pour récolter tout au même moment. Dans les plans de gestion, d'ailleurs, souvent c'est prévu, voilà, on estime à peu près à quel horizon on va couper. Et c'est très difficile, si vous voulez, une fois que vous partez comme ça sur des rails avec tout du même âge, ça va être très compliqué après de faire de la futée irrégulière, de la futée jardinée, parce que vous avez besoin si vous voulez faire une belle gestion régulière en faisant des éclaircies et voilà, une gestion vraiment arbre par arbre, bon, voilà, il vous faut une diversité et surtout une diversité d'âge, une diversité d'essence pour aussi pouvoir assurer pour faire de coupe rase, il faut de la régénération. Et donc, en tout cas, même si c'est comme tu l'as rappelé, une plantation, elle peut devenir une forêt à un moment et il n'y a pas de fatalité, notamment au sein du réseau pour les alternatives forestières, il y a des forestiers formidables qui récupèrent des monocultures de Douglas ou des Picea qui ont été programmés pour être pour la coupe rase à 40 ans et qu'il essaie de les amener vers quelque chose, vers une forêt. Il n'y a pas de fatalité, mais c'est clair que la plantation, ça induit plutôt la coupe rase. Ouais, tout à fait. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à lire le dernier rapport qu'on a publié justement avec notre ami Gaëtan Dubus sur la gestion forestière en France, dont la synthèse qui a pour titre, pour idée principale, laissons vieillir les arbres, laissons vieillir les forêts. Et c'est peut-être la meilleure façon à la fois de stocker plus de carbone, d'avoir plus de biodiversité. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Alors, on a une question justement sur le Facebook Live. Quel équilibre trouver pour la récolte de bois entre plantation et forêt naturelle ? Est-ce qu'il faut mélanger les deux ? Est-ce qu'on peut récolter du bois dans une forêt naturelle ? Est-ce qu'il faut des plantations dédiées à ça uniquement ? Tu peux nous donner ton avis, Francis ? Oui, je donne mon avis bien volontiers. Je ne suis absolument pas contre les plantations.
Je suis contre la confusion entre plantation et forêt. Je voudrais que ça soit bien compris. Quand on a besoin de bois, eh bien, il faut faire des plantations. Il vaut certainement mieux exploiter le bois des plantations que d'exploiter le bois des forêts. Les forêts primaires en particulier, tu parles, parce que c'est Il vrai n'y a qu'il plus de forêt primaire en Europe, ça, la Non, question. non, mais en zone tropicale, il y a Oui, oui. beaucoup d'exploitation, effectivement. Enfin, en tout cas, le sujet, c'est de fragmenter les forêts primaires pour venir exploiter du bois. Et une fois qu'on a sorti le bois, c'est pas de la déforestation, mais ça ouvre la voie à autre chose, quoi. Ça le devient très vite. Et un argument qu'on écoute souvent des industries de plantation est que expandir les plantations d'arbres à grande échelle, ça va aider avec la protection des forêts primaires. Deux problèmes avec cela. Le premier, il n'y a pas trop d'évidence qu'il y a vraiment moins de déforestation s'il y a plus de plantations à grande échelle. Et de deux, si nous on parle de plantations, en général, on ne parle pas des plantations ici en Europe. On parle d'expandir les plantations autre part où les populations dépendent encore beaucoup plus de l'accès à la terre pour se nourrir, pour avoir nourriture à manger. Donc, si on dit on peut utiliser le bois des plantations, je crois que la question est, mais où est-ce que se trouve cette plantation? Chez nous, où on va utiliser les produits, ou chez quelqu'un qui ni a des bénéfices, ni de l'emploi, mais tous les impacts négatifs. Donc là, je crois, si on parle d'où vient le bois, certainement, on va continuer d'utiliser, mais la question est combien? Et on Quelle devient quantité? à la question de réduire drastiquement notre consommation de papier et des produits de très courte durée de vie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de bois qui vient des plantations à grande échelle, ça va pour des produits de très courte durée de vie. Donc, il faut parler de changer notre manière de consommation. Si on parle de récupérer les forêts, de tourner des plantations, donner le temps pour les plantations de se tourner à forêt et d'arrêter avec l'expansion massive des plantations à grande échelle. Ouais. Parce que ça cause trop de problèmes partout dans le sud du monde. Oui, tout à fait. C'est vrai que un des aspects dont on entend peu parler, c'est que ces dernières années, il y a une très forte hausse du secteur de l'emballage en France et dans les pays développés. Parce qu'il y a de plus en plus de produits de vente en ligne. Donc, on a besoin de carton. Et on est en train de regarder les chiffres. C'est juste colossal, en fait. C'est juste colossal. Et pour fabriquer ce papier, ce carton, alors on va utiliser du bois de forêt française qu'on pourra utiliser pour autre chose, mais on va surtout importer des pays du Sud. Et ça, c'est le thème aujourd'hui, ce qu'on défend, et je serais curieux, enfin, c'est intéressant pour nous d'avoir cette discussion, c'est que, à notre sens, il faut mieux protéger une partie des forêts françaises. Quand on parle des forêts françaises, mieux en protéger une partie pour la laisser vieillir. Et puis, une autre partie de la forêt française, la gérer différemment. C'est-à-dire que je pense, et on est assez convaincu de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de produire du bois par des plantations. On peut, sur les forêts existantes, les laisser vieillir, récolter du bois à maturité, et voilà. Mais ça implique d'en récolter moins. Et le dernier point, c'est de se dire comment on fait pour répondre avec les forêts françaises à nos besoins en papier, en bois, en carton, en énergie, sans avoir à aller utiliser, à dépendre d'immenses plantations dans les pays du Sud ou d'importation du bois exotique. C'est ça un peu la question qui nous travaille. Tu as une réaction là-dessus, Francis? Oui. Oui, la fabrication de carton, écoute, ça peut se faire dans les pays tropicaux, ça peut se faire au détriment de la forêt naturelle. Aussi, ouais. C'est même le seul endroit où j'ai vu des coupes à blanc en forêt naturelle. C'est évidemment des quantités d'espèces mélangées, mais pour faire du carton, apparemment, ça ne gêne pas. Alors là, on peut voir des coupes à blanc juste pour faire des emballages, ce qui est une absurdité totale. Ouais.
en Indonésie, en Malaisie, il y a eu beaucoup de coupes à blanc, effectivement. C'est un peu moins vrai, j'ai l'impression. Ruta, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Et ça, c'est ma traque, ça. Ouais, à Ouais. Sumatra, ouais. 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 On va reprendre avec François-Xavier. Tu nous parlais, en préparant cette émission, tu nous disais que tu étais en train de travailler sur un nouveau projet de documentaire sur les plantations, justement, et que tu voulais t'intéresser un petit peu à l'utilisation historique qui a été faite par ces plantations pour prendre le contrôle des terres et des communautés qui en dépendent. Tu peux nous en dire un mot? Ouais, c'est un projet qui est encore embryonnaire, hein. Je suis encore en phase de repérage et de documentation. Mais bon, tu as bien compris que moi, ce qui m'intéressait dans le sujet de la forêt, d'une manière générale, c'est plutôt les logiques économiques et sociales qu'il y a derrière. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'eucalyptus comme arbre le plus planté à l'échelle de la planète. Et comment finalement cet arbre qui vient d'une zone géographique assez restreinte, hein, bon, l'Australie et quelques îles de l'Océanie, a pu conquérir le monde et devenir à ce point hégémonique. Et je me suis aperçu que dès le départ, dès sa découverte, enfin découverte entre guillemets, par les botanistes européens, il y a eu un lien entre la plantation et le projet colonial. Bref, c'est pas que parce qu'il y a des conditions botaniques favorables qu'on va étendre l'eucalyptus, c'est parce qu'à un moment, il y a un contexte politique, économique et social qui le permet. Et notamment la plantation, ça induit déjà l'idée de propriété privée de la terre. Donc il y a tout un système, une organisation sociale qui l'accompagne. Et dans des endroits où cette notion est complètement étrangère, ça vient s'entrechoquer. Alors, par exemple, les grandes puissances coloniales au XIXe siècle, la France et l'Angleterre, ont essayé de propager l'eucalyptus partout où ils se sont installés. Alors, les Anglais, ça va être en Inde, en Afrique du Sud. En France, ça va être l'Algérie. Il y a eu des grands projets forestiers qui s'accompagnaient à chaque fois d'une spoliation de terres, l'interdiction du pastoralisme, et ce qui a amené à vraiment une destruction d'une société, une société pastorale, de société rurale, nomade, et vraiment de mode de vie. Et voilà, en creusant ce fil-là, je me suis intéressé aussi à la Palestine. À un moment, on n'a pas évoqué les arbres génétiquement modifiés, mais bon, faut savoir qu'il y a des milliers d'hectares d'arbres génétiquement modifiés au Brésil. Et ces eucalyptus, ils ont été conçus par une multinationale israélienne. Je me disais, bon, quel est le rapport entre pourquoi une société israélienne a développé ces eucalyptus, qui a un lien en fait entre l'histoire de l'État d'Israël et de la colonisation et l'eucalyptus, parce que bien avant la création de l'État d'Israël, au début du XXe siècle, le Front national juif, justement, qui essaie de racheter des terres pour installer des colons, menait en parallèle des projets de forestation au moyen de l'eucalyptus. Alors, on distribuait des petites tirelires aux juifs dans le monde entier qui voulaient participer au projet sioniste et qui mais pouvaient mettre une pièce pour financer la plantation d'eucalyptus. Et c'est exactement la même personne, donc le directeur du Fonds national juif, qui menait les projets de forestation et qui en parallèle menait les projets de colonisation. Si vous voulez, il y a vraiment on s'aperçoit donc à travers cette expérience-là, puis dans d'autres pays, que la colonisation et la plantation sont les deux faces d'une même pièce. Ouais. Alors, si vous voulez, si on prend aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a exactement les mêmes logiques de négation vraiment des populations autochtones, avec aussi des discours que ces gens ne savent de toute façon pas utiliser la terre, qu'ils l'ont maltraitée et que nous allons savoir comment la rendre productive et la préserver aux moyens de plantation. Et si on regarde encore ces projets délirants là, qui fleurissent, notamment de planter des surfaces extraordinaires sous prétexte de lutter contre le changement climatique, il y avait le pétrolier italien Eni qui avait l'année dernière qui proposait de planter 7 millions d'hectares. 7 millions d'hectares. Vous imaginez la surface. Total aussi, nos amis Total. Mais où? Ouais, tous. C'est donc comme si en fait c'était des terres qui n'étaient à personne, qui n'étaient pas utilisées. À chaque fois, on va vous parler de terres en friche ou dégradées. Et, voilà. Et donc, à chaque fois, il y a toujours cette idée coloniale finalement que on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut du monde, que le monde est un grand terrain de jeu. Mais derrière ça, il y a vraiment un projet d'hégémonie et d'homogénéisation du vivant. Tout à fait. Alors, petit moment culture pour ceux qui veulent en savoir plus.
je vous invite à lire le livre d'Anna Lowenhaupt-Ting sur toute une étude sur le Matsutake, un champignon en fait qui pousse dans les forêts d'Oregon qui ont été complètement détruites et qui arrive à retrouver, à ressortir et à vivre dans ces ruines-là. Et elle analyse toute l'histoire du lien entre les hommes à travers ce champignon, entre les hommes, les arbres et les plantations. Et elle a une très belle expression, enfin en tout cas je trouve, c'est parler de cette période historique, de ce moment où on a utilisé les arbres comme des moyens en fait de prendre le contrôle sur des terres ou sur du vivant, comme l'âge du plantationocène. Voilà. On a eu besoin de planter, de contrôler la nature, et en fait que ce soit pour la canne à sucre, que ce soit pour la forêt, la plantation en fait est un moyen, encore une fois, pour l'homme de prendre l'emprise sur des choses qui lui échappent, parce que la nature nous échappe, comme on le voit bien aujourd'hui avec la crise sanitaire que l'on traverse. On a pas mal de questions sur le chat. Quand j'ai prononcé le mot bois énergie, plein de gens qui nous ont dit, qui sont en train de réagir en disant mais le bois énergie, il n'y a pas de problème, ce sont que des résidus de scierie ou des bois d'éclaircie. On n'utilise pas d'arbres entiers pour brûler. Alors là, je suis en position d'animateur, je n'ai pas le temps de. Mais Ruta, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu cette question du bois énergie? Est-ce que oui ou non, on n'utilise que des résidus de bois pour faire de l'énergie? Eh bien, écoute, j'ai l'expérience des pays. Vas-y, Francis, après Ruta. Vas-y, Francis. Ouais. Pardon. Vas-y. Les gens ne peuvent se chauffer ou ne peuvent cuire leurs aliments qu'avec du bois. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas les moyens de se procurer du butane, et donc il faut bien qu'ils brûlent du bois. Ouais. 8 kg sec par personne et par jour, ça finit par faire beaucoup. Voilà. Alors, c'est vrai. Merci, parce que du coup, je me rends compte que le débat, l'utilisation de bois pour l'énergie dans les pays du Sud, c'est clair, c'est le plus facile, c'est le plus accessible. Mais aujourd'hui, en France notamment et dans les pays développés, on a de plus en plus tendance à remplacer le charbon par du bois. Les conversions de centrales à charbon, notamment en Angleterre, la centrale de Drax, qui a été convertie en centrale à charbon. Dans le sud de la France, la centrale de Gardanne, qui fonctionnait au charbon, qui est convertie en centrale à biomasse. Et ça, pour nos amis du Facebook Live, ce ne sont pas des déchets de bois qu'on utilise. Ce sont des quantités immenses d'arbres qui viennent pour l'instant du sud du Brésil. Tu veux nous en parler, Ruta? Vas-y. Oui, et une chiffre qui toujours me souvient que c'est fou. Oups, voilà. Attendez, excusez-moi, mauvaise manipulation. J'ai mis. Vas-y, Ruta. Hop, j'ai fait une mauvaise manipulation. Allô? Vas-y, excuse-moi. OK. Donc, une chiffre que toujours me souvient que c'est fou, cette nouvelle tendance de remplacer le charbon avec bois et tourner les grandes usines de charbon à usines qui brûlent du bois, et que nous, avec le pétrole et avec le charbon qu'on brûle chaque année au moment, on brûle 400 années de biomasse chaque année avec charbon et pétrole. Donc, c'est fou, c'est l'énergie assez concentrée dans le charbon et dans le pétrole que jamais on va arriver à pouvoir remplacer cette énorme quantité d'énergie avec changer par brûler ou utiliser le bois dans les usines. L'autre point, qui est quand on parle des plantations carbone, une plantation climatique ou implantée avec l'argument que ça va aider avec le changement climatique. Beaucoup de fois, on écoute que toutes les plantations vont être établies dans les terres dégradées. Dans les 20-25 années que j'ai fait ma recherche avec les communautés impactées par des plantations à grande échelle, je n'ai jamais trouvé une plantation à grande échelle dans des terres dégradées. Les entreprises, ils sélectionnent des terrains fertiles et essentiellement plates, parce que c'est là-bas
où on peut facilement gérer les plantations de manière qu'ils sont gérées. Donc, c'est vraiment une absurdité de dire que les entreprises vont utiliser des terres dégradées pour récupérer avec des plantations. Ça ne va pas aller parce que c'est contre le modèle de plantation à grande échelle d'utiliser des terres dégradées. Oui. Surtout si on veut couper des arbres après 5, 6, 7, 8 ans, qui est le courte durée après lequel les arbres sont coupés, par exemple au Brésil. 8 années, c'est déjà un arbre très vieil dans les plantations d'eucalyptus au Brésil. Oui, tout à fait. Alors, on a des remarques là-dessus aussi, des internautes sur le Facebook Live qui nous font un parallèle avec la question des agrocarburants et une campagne très importante pour Canopé, puisqu'on est en train de se bagarrer, on ne va pas les lâcher, nos amis de Total et du gouvernement, pour faire interdire l'utilisation d'huile de palme comme biocarburant pour les voitures, mais aussi pour les avions. Et le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer d'une société qui consomme beaucoup d'énergie fossile à remplacer les énergies fossiles par des bioénergies. L'impact sera toujours, il y aura toujours une conséquence directe ou indirecte sur les forêts, que ce soit en mettant directement l'huile de palme dans les carburants, ce qui saute aux yeux, mais également aujourd'hui en France, parce que c'est vrai qu'il faut en parler, la question du bois énergie, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est que oui, on pourrait utiliser que lorsqu'on abat un arbre pour faire d'une poutre, du charpente, utiliser que les déchets de scierie ou le bois d'éclaircie, les jeunes arbres qui sont autour, qu'on va couper pour faire de la place pour les grands. Bon, pourquoi pas? Mais c'est un gisement très limité. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut utiliser du bois pour faire tout. On parle de biocarburants avancés à base de bois. Le projet Saint-Dièse au-dessus de Bure, c'est de transformer du bois, de le liquéfier pour faire des biocarburants avancés. Et à un moment, c'est trop. La forêt ne peut pas produire autant de bois. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui un petit peu l'inquiétude. Tu veux réagir là-dessus, Francis? Est-ce que ça te parle, toi, ces sujets-là, un peu? Les carburants issus de produits consommables, oui, ça me parle. Ouais. On en a beaucoup parlé avec l'huile de palme. Ouais. On en parle encore beaucoup au Brésil avec la canne à sucre. Ouais. Bon, évidemment, c'est dévoyé. Voilà, c'est de la technologie dévoyée. Voilà mon opinion là-dessus. Alors, on a des questions, on a pas mal de questions. Qu'est-ce que je vois? La plantation de 350 millions d'arbres en Éthiopie, c'est une bonne idée? Qui veut nous réagir? La barrière verte en lisière du Sahara, ça. Alors, il y a la question de la barrière, voilà, barrière verte et puis tous ces projets qui ont été annoncés. Le gouvernement éthiopien qui a fait un grand communiqué de presse en expliquant qu'on va planter 350 millions de tonnes, 350 millions d'arbres. François-Xavier, Ruta? Des plantations, des déclarations comme ça, c'est facile à faire. Eh ouais. Mais là, il y a eu l'année dernière, ça a été vraiment l'année Enfin, il y a une instrumentalisation politique de ces projets-là. Là, j'ai lu très récemment qu'il y a eu une opération en Turquie aussi de planter, je ne sais plus combien d'hectares de bois. Il y a eu 90% de mortalité des arbres plantés en Turquie. Donc, c'est souvent plus des effets de communication de la part de gouvernants pour dire voilà, on se préoccupe de ce qui se passe que des projets vraiment cohérents. Les projets de planter dans le désert, enfin, c'est très vieux. Il y a eu plein d'expériences, notamment dans le Sahara, le grand projet de ceinture verte. Voilà, souvent, ça n'a pas été couronné de succès. Ouais. Je voudrais donner mon avis là-dessus, Sylvain. Vas-y. Et pendant ce temps-là, Ruta, si tu peux remettre ta caméra. Ouais. Ah, c'est mis. Quand on plante des arbres, ça intéresse les médias et les télévisions sont là pour voir planter les arbres. Ouais. Planter les arbres, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. L'essentiel, c'est l'entretien de ces arbres-là dans les 3 ou 4 années qui suivent. Et ça n'intéresse absolument personne. Donc, on plante et après, on ne s'occupe plus des jeunes, des semis. Et donc, ils meurent de soif ou ils meurent entourés par les herbes. Oui, tout à fait. Alors, on a une autre question qui est arrivée. C'est, du coup, est-ce qu'il faut imaginer de mettre sous cloche
quelques forêts sauvages en France et cultiver à côté les plantations. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ou est-ce qu'il ne faut pas essayer d'imaginer quelque chose d'un peu hybride? J'aime pas ce terme de mise sous cloche. Ouais. D'abord, je vois pas quel genre de forêt ancienne on pourrait mettre sous cloche. Et de toute façon, mettre sous cloche, c'est pas une bonne idée. Il faut que les forêts soient accessibles au public. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Et en plus, on reste avec les plusieurs impacts des plantations. Si on commence à parler sur la quantité de produits qu'on consomme, on ne va pas arriver à trouver des chemins qui nous aident à arrêter à détruire les forêts et aussi réduire les impacts des plantations à grande échelle. Donc, et l'idée de protéger des forêts à protection totale d'un côté et à l'autre côté, on a des plantations, c'est un modèle qui sépare l'usage de terre. Et la serre humaine, il reste où? Ça nous ne donne pas le chemin pour dire il faut qu'on repense notre connexion avec la nature, notre moyen de respecter le cycle de la nature. Donc, c'est certainement l'usage de bois va continuer. La quantité, je crois que c'est qu'on doit parler sur cela. Combien de bois est-ce qu'on peut utiliser sans détruire la structure d'une forêt? Aujourd'hui, quand je regarde les industries, je écoute, la même forêt, le même terrain, la même terre utilisée 3-4 fois pour magasin de charbon, pour production de cellulose, pour production de bois. Ben, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on commence à dire pourquoi ou avec quel but est-ce qu'on va utiliser le terre disponible. Et c'est qui va décider comment ces terres et les terrains sont utilisés. Est-ce qu'on va continuer à occuper les territoires des peuples autochtones et communautés au sud du monde pour notre consommation? Ben, ça va être compliqué. Ok, avant de passer au mot de la fin, je regarde s'il y a encore des questions, il y en a pas mal, mais hop, allez, on va en prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on a eu? On en a eu pas mal, pas mal. Ah, dans le Morvan, on ne peut pas se quitter sans parler du Morvan. Le Morvan, où on a commencé cette fantastique campagne où le parc national sous pression. Oh là là, j'ai du mal moi. Les habitants en ont marre du Douglas. Ils l'ont fait savoir à leurs élus locaux, qui l'ont fait savoir au parc naturel régional du Morvan, et s'est ouvert un bras de fer avec l'État pour pouvoir mieux contrôler ces coupes rases et ces plantations. L'État a refusé, mais la pression continue et on a bien l'intention d'être à leur côté pour pouvoir lancer cette campagne qu'on aurait dû lancer en fin mars contre les coupes rases pour protéger ces dernières vieilles forêts qu'il y a dans le Morvan. Et c'est ça qui est absolument fou dans le Morvan, c'est que ces forêts qui sont des taillis, bien souvent, mais âgées, qui ont un intérêt pour la biodiversité, sont entièrement rasées, en partie, pour faire du bois énergie, pour faire du granulé. Moi, j'aimerais bien avoir ta réaction là-dessus, Francis, sur le Morvan. Oh, je connais le Morvan. J'ai vu les plantations de sapins de Douglas dans le Morvan. Ouais. Effectivement, je comprends que si on habite là, on en est vraiment marre de voir ces arbres. Ce sont des très beaux arbres, hein. Je les trouve magnifiques, mais il faut les voir dans leur station naturelle aux États-Unis. Par contre, chez nous en France, c'est en monoculture. En monoculture. C'est le pire qu'on puisse imaginer parce qu'il n'y a aucune biodiversité là-dedans. Il n'y a rien qui pousse dessous. En monoculture, on peut faire des très belles forêts mélangées avec du Douglas. Ah, peut-être, mais ce qu'on voit dans le Morvan, c'est pas mélangé du tout, si je me souviens. Oui, tout à fait, c'est bien ça le problème. C'est cette fameuse forêt noire dont parlait François. Le mot de la fin, Francis, qu'est-ce que tu veux nous dire pour clore un petit peu ce séminaire, cette conférence? Eh ben, je voudrais redire que
si on a besoin de bois, on aura toujours besoin de bois. C'est à ça que peuvent servir les plantations. Les plantations dans nos régions riches et tempérées. Dans les pays tropicaux, c'est bien pire parce que les dégâts sont infiniment plus graves que chez nous. Et enfin, il faut pas hésiter à planter du bois en Europe si on a besoin de bois, mais il ne faut pas appeler ça des forêts. Voilà. Mais on a les forêts françaises qui existent justement. Si on essaie l'idée de dire on en laisse une partie en libre évolution et la forêt qui existe, plutôt que d'avoir des plantations, on la gère mieux, on récolte du bois mais moins de bois. Est-ce que ce ne serait pas mieux que d'avoir des plantations? Justement. Ça ne me choque pas qu'on fasse des plantations pour le bois dont on a besoin. Je ne vois pas d'argument écologique majeur. Ah, le Douglas, justement, c'est ce que nous disent les forestiers dans le Morvan, c'est qu'il pleut du Douglas pour ça. Et c'est toute la bagarre, c'est que justement, on peut faire avec le bois des forêts françaises, avec le chêne, nos chênes tordus, nos hêtres tordus, on sait en faire du bois d'œuvre. Moi, je donne souvent l'exemple de l'Italie, et ce sont de très bons transformateurs de bois. Avec le chêne vert, des chênes verts tordus, ils arrivent à en faire du parquet. Mais nous, en France, on en fait du bois pour faire des fours à pizza. Donc, on peut faire aussi, valoriser justement, et c'est quand même plus beau une forêt méditerranéenne de chêne vert que de raser ça et de mettre à la place de l'eucalyptus. Tu me l'accordes, Francis? D'accord. Je ne connais pas les techniques italiennes, mais tu as bien entendu raison. C'est l'excès de plantation qui est gênant. Que ce soit des pseudo-tsugas, des sapins de Douglas ou des eucalyptus, c'est l'excès qui est dramatique. Tout à fait. François-Xavier, une petite contribution là-dessus. En tout cas, nous, sur le plateau de Mille Vaches, c'est une situation comparable à celle du Morvan. Les dégâts écologiques des coupes rases, on les voit tous les jours. Plus flagrant, c'est peut-être sur les sols et les cours d'eau qui sont complètement saccagés. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, il y a en France des forestiers qui savent récolter du bois en s'appuyant sur les écosystèmes plutôt qu'en les niant, et sans passer par la coupe rase. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce modèle de foresterie qu'il faut défendre. Il y a suffisamment d'exemples comme ça. Il y a les forestiers du réseau pour les alternatives forestières, ceux qui appliquent la méthode ProSilva. Je crois qu'on peut se passer aujourd'hui des monocultures d'arbres, des champs d'arbres. Maintenant, il y a d'autres techniques plus respectueuses du vivant, qui permettent de récolter du bois pour satisfaire les besoins de la société. Peut-être pas tous les besoins, mais en tout cas une partie des besoins si on sait les modérer. Ouais. Ruta, là-dessus, le mot de la fin pour toi? Planter les arbres n'est pas une solution au changement climatique. Je vois avec beaucoup de tranquillité que tous les appels on peut continuer à prendre des avions sans culpabilité si on plante des arbres. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment une des grosses illusions qui nous est plantée, que planter des arbres va résoudre la crise climatique. Ça ne va pas. Donc, je crois que ça, pour moi, ça revient à la confusion forêt et plantation. Laisser les forêts récupérer, laisser les plantations qui existent se développer dans des forêts, des vraies forêts, ça va prendre beaucoup de temps. Pendant les arbres vont mettre plus de carbone et se tourner à un magasin de carbone. Mais pour dire, on peut continuer à libérer le carbone fossile et le composer avec planter quelques arbres, le calcul ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est une très grande préoccupation qu'on voit de plus en plus des promotions qui disent on peut continuer notre mode de vie, on peut continuer à brûler le pétrole si on juste plante quelques arbres. Non, ça ne va pas aller. Et pour éviter cette grande confusion très dangereuse, je crois qu'il est essentiel qu'on insiste que les plantations ne sont pas des forêts. Il faut laisser les forêts se récupérer. Ça, c'est une bonne contribution à éviter la crise climatique. Mais
planter encore plus d'arbres dans les plantations grande échelle, ça va seulement encore plus compliquer nous trouver une solution au changement climatique. Alors, merci à tous. Alors, on a des messages de remerciements sur le Facebook Live que je vous fais parvenir. On vous mettra également sur le Facebook Live et puis sur le site de Canopée, on vous remettra la vidéo avec le lien vers plein de références, les livres à lire, les rapports des uns et des autres. On nous demande qu'est-ce qu'on peut faire à part soutenir les associations. C'est déjà super de soutenir les associations. Il y a plein de pistes. On vous parlait notamment du RAF et il y a un fonds qui est en train de se créer, le fonds Forêt en Vie, qui va permettre justement d'investir dans des forêts qu'on va gérer différemment de façon plus proche de la nature. Il y a des groupements forestiers qui existent. On parle du Morvan, notamment Morvan écologique, le chat sauvage, qui sont des moyens pour les gens, plutôt que de mettre de l'argent pour planter des arbres, de mettre de l'argent pour qu'on gère la forêt différemment, qu'on laisse vieillir les arbres. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes que vous pouvez faire. Et puis voilà, je crois qu'il y a pas mal de pistes. On essaiera de vous compléter ça. Il y avait aussi une demande qui est venue dans le fil pour nous dire l'ONF, et ce qui se passe, le projet de privatisation, et l'initiative des parlementaires qui veulent faire une loi sur les forêts, c'est génial. Et bien, tout ça, on vous en parle la prochaine fois. Dans 15 jours, on proposera une autre conférence sur cette question-là, la privatisation de l'ONF, de la forêt bien commun, où on aura la chance d'avoir des représentants des différents syndicats de l'ONF, d'autres intervenants. On est en train de monter tout ça. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Même système, enfin, on va essayer de régler les petits problèmes techniques pour que ce soit plus simple. Voilà, donc dans 15 jours, prochaine conférence sur la privatisation de l'ONF. Merci à Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à François-Xavier pour son superbe film. Voilà. Oui, merci. C'était Merci une très bonne expérience. Parfait, merveilleux. Merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Salut, merci. Au revoir.